Ok. Bonjour, bienvenue dans l'émission Coach Live, donc l'émission numéro 29, avec comme invité d'honneur Alex Torres, le coach de la Nationale 3 du Stade Bordelais, donc de la Nouvelle-Aquitaine, avec dans l'équipe de Coach Live Imed Ama. Bonjour Imed. Bonjour à tous, bonsoir plutôt. Manu et Seb sont indispo, donc ce soir bien content de te recevoir Alex. Merci de l'invitation en tout cas. Vraiment content de te recevoir. Nous allons juste passer un petit coucou à Foot Gironde qui est en train de partager la page. Donc, c'est le site phare de la région, donc avec Marie-Laure Julien. Donc, merci encore à Marie-Laure. Merci à Régis pour l'envoi de la photo pour illustrer l'animation et le partage. En tout cas, merci aux internautes qui demandent l'émission. Donc, encore plus maintenant avec le deuxième confinement. Donc, il y a vraiment une grosse demande. C'est pour ça qu'on la relance encore plus. Donc, il y aura de nouveau beaucoup de coach live avec d'autres invités qu'on nommera à la fin. Et donc, nous allons découvrir, Alex, ton parcours, essayer de deviner un peu ton ADN. Et puis, encore une fois, merci de répondre présent à l'émission. Et puis, on va partager l'expérience que tu as avec les différents coachs qui écoutent et qui regardent l'émission. Écoute, c'est un plaisir d'être parmi vous. J'espère pouvoir répondre à toutes les questions que vous allez me poser. Et puis, on va essayer de se trouver en cours d'émission. Bien sûr. Donc, déjà, pour commencer, toi, tu as débuté le football où ça et quand et quel niveau, comment, pourquoi? Oula, moi j'ai un parcours de joueur de niveau régional. Je suis bordelais. J'ai pas fait une grande carrière de footeux. J'ai fait mes classes, les principales classes à Genèse-Villenavez, un club qui est important pour toi. Ouais. Qu'il a été pour moi aussi. Et après, j'ai eu un parcours senior où ma vie pro et étudiante m'ont amené à Marseille et Paris. Et le reste du temps, j'étais sur Bordeaux et j'ai joué principalement sur des divisions, je te dis, régionales et inférieures, à Lacano, qui est devenu Médoc-Océan, à Martignas. Voilà. D'accord, donc tu es resté dans un niveau plutôt régional, départemental. Ouais. Donc, tu n'es pas passé par, on va dire, le cursus normal d'un footeux, comme tout footeux qui pourrait espérer être pro, c'est-à-dire les sports-études, les centres de formation, tout ça. Donc, tu t'es construit vraiment dans le monde amateur avec des clubs plus ou moins familiaux. C'est souvent ça, le cas de Lacano et autres. Villeneuve-d'Ornon en fait partie d'ailleurs. Donc, déjà, ton parcours, on va dire, amateur. Euh, du coup, pourquoi débuter à Lège alors en tant qu'entraîneur? Tu étais à Lège? Ouais, j'ai débuté comme en senior, parce qu'après, avant, il y a eu des catégories de jeunes dans les différents clubs que j'ai pu. Donc, tu as commencé à coacher par des catégories de jeunes? Ouais, mais j'ai commencé dès 14-15 ans, je m'occupais des petits je pense comme beaucoup, c'est quelque chose qu'on a d'ancré. Je m'occupais des petits des clubs dans lesquels j'étais, et puis ça a duré un petit peu tout le temps. Ouais. Et mon envie de faire ça, elle s'est surtout révélée sur mon parcours étudiant. Je me suis retrouvé à la fac où j'ai eu des personnes qui ont été très importantes dans mon parcours, que ce soit Pierrot Stupar ou André Menot, qui m'ont aidé desquels j'étais très proche et qui m'ont vraiment aidé à façonner mon envie et de devenir entraîneur et de faire un parcours là-dedans. Et puisque tu parlais de l'arrivée à l'Èche-Cap-Ferré, elle s'est faite. J'étais d'abord membre d'une commission technique au district Gironde-Atlantique et où on œuvrait, tu sais, sur toutes les sélections, toutes les détections sur des jeunes et avec donc Jérôme Doba notamment, qui lui aussi a compté fortement dans mon ambition au départ. Et l'opportunité s'est créée par Laurent Marquezane, qui était à l'Èche-Cap-Ferré et membre de la commission technique et qui m'a proposé un jour le coach partant de prendre le relais. Donc j'ai rencontré les dirigeants, ça s'est bien passé et l'aventure a commencé comme ça. C'était à quel niveau là que tu as pris? Ils s'étaient maintenus au dernier match en DHR quand ça existait encore. C'était le 3e niveau régional. Ouais. Donc voilà, moi je suis parti tout en bas. D'accord. Donc tu as pris l'équipe de DHR sans avoir coaché d'autres équipes seniors. Tu as débuté directement. Tu avais tes diplômes pour prendre ce niveau-là? C'était l'année où je venais de terminer le DEF. Donc c'était en 2008, je crois.
Et voilà, l'aventure a commencé comme ça avec Laurent Marqueux, qui a été voilà, important qui l'est toujours et qui est important, qui était très important dans ma construction et au départ. Et voilà, on a commencé tous les deux sur cette équipe en DHR. D'accord. Prendre une DHR au départ, on est d'accord que là, tu es dans un contexte vraiment comme tu as connu, c'est-à-dire contexte familial, surtout au club de l'Èche Cap Ferré. Donc les joueurs qui venaient étaient plutôt des joueurs du coin ou des joueurs qui venaient plutôt de Bordeaux? Bah, c'était un club, au départ, c'était un club qui est issu de la fusion entre Lège et Cap Ferré, qui sont deux villages d'une même commune. Et la difficulté, c'était un club qui était considéré comme argenté, notamment du côté du Ferré, et un peu plus populaire du côté de Lège. Et on avait cette dichotomie un petit peu entre les joueurs qui composaient l'effectif. Et en tout cas, au tout début, ça n'a pas été facile de faire l'amalgame et de faire en sorte que le projet prenne corps, alors que les dirigeants étaient très, très motivés et ont été complètement moteurs. En tout cas, j'ai eu cette chance-là d'avoir des dirigeants qui prenaient François Grégoire, Bernard Martin, qui prenaient le projet à fond et qui étaient très, très motivés et très ambitieux pour construire une équipe et qui m'ont fait aveuglément confiance, même quand au départ, c'était un petit peu difficile de faire en sorte que les joueurs adhèrent au projet. Ouais. Surtout que le club de Lège, pour y avoir joué, tu sais que c'est mon premier club quand je suis venu en Nouvelle-Aquitaine, le club de Lège avait déjà une réputation quand même à l'époque. C'était un club qui, je ne sais pas s'ils n'ont pas joué en DH à l'époque. Ouais. Voilà, c'est ça. Donc c'était un club qui avait quand même, qui était reconnu quand même dans la région. C'était un club où il y avait des équipes de bon niveau, ça jouait bien au ballon, des teigneux qui lâchaient pas le. C'était ça. Ouais, c'était un club formateur avec beaucoup qui étaient considérés pour ces équipes de jeunes aussi. Oui. Oui, il y avait ça. Et puis le cadre intéressant, parce que c'est. Imed, toi qui ne connais pas trop, c'est Lège Cap Ferré, comme il le dit. Bon, c'est le Cap Ferré qu'on entend partout parler à la télé. Hein. Donc c'est à l'entrée de la botte, en fait, pour aller au Cap Ferré. Donc c'est bien placé, c'est touristique. Après, c'est vrai que c'est délicat pour faire venir les joueurs quand tu montes de niveau, parce que les joueurs doivent venir de Bordeaux. Et donc, il y a de la route, donc c'est un peu délicat. Donc la région c'est pas aussi simple que peut-être sur Paris. Et encore, je dis ça, mais Paris, il y a quand même des problématiques de transport. Hein, ça, tu le sais, tu pourras en parler. Donc, c'est un pays. Ouais, je sais pas. Oui. Le cadre, je pense que pour Alex, c'était peut-être un handicap, mais je pense qu'il avait son réseau, donc je pense qu'il a dû ramener des joueurs avec lui. Il n'est pas parti tout seul. Je sais pas, parce que comme il débute, Alex, tu débutes sans avoir coaché Bah, dans les jeunes joueurs, non? Comment tu as fait au départ? DHR, tu as pris ce que tu avais. Exactement, on est parti l'année avec les joueurs qui étaient présents, les quelques joueurs qu'on avait fait venir au tout début. Je suis parti avec le groupe qu'il y avait. Et on a eu, comme je t'ai dit, là, une difficulté à faire se retrouver deux entités, deux clubs, quoi. Ouais, deux entités. Donc, on a bataillé toute la première saison pour faire adhérer. On manque la montée au dernier match, alors qu'à 2 matchs de la fin, je crois qu'il nous manquait un match nul pour monter. Ouais. Donc, un nul à faire en 2 matchs. On perd les deux, avec comme toujours, des scénarios un petit peu rocambolesques. Mais ça a été en fait, cet échec, ça a été le déclencheur de tout ce qui s'est bien passé ensuite. Ouais. T'as gardé le même groupe sur la deuxième saison? Non. On a fait le point avec les dirigeants du moment. Encore une fois, François Grégoire était très, très présent et de super conseils. Et on a fait le choix de partir avec une partie des jeunes, une partie du groupe, avec notamment une forte colonie chilienne qui était là depuis quelques temps, qui était issue du Ferré, et qu'on a su garder. Et entre ces jeunes-là et cette colonie chilienne, on a réussi à créer un état d'esprit. Et sur cet état d'esprit, on y a rajouté des joueurs qui ont été, je ne pouvais pas tous les citer, mais tous très importants dans notre développement. Il y a eu Raphaël Camacho, Frédéric Rodriguez, Jérôme Moulinier. Oui, parce que là, Imed, il parle quand même. Raphaël Camacho qui a joué en Ligue 2, Ligue 1. Moulinier qui a joué en Ligue 2, Ligue 1 aussi, je crois. Ouais. Donc, c'est des joueurs quand même de profil plus qu'intéressant, d'accord Ouais, mais qui se sont vraiment mis dans le moule et qui n'étaient pas là pour faire leur dernière année ou prendre
Ouais, ils n'étaient pas en pré-retraite. Non, pas du tout. Ils étaient vraiment là pour donner encore ce qu'ils avaient à donner, donner des conseils aux jeunes, aider à fédérer le groupe. Et franchement, la première étape, ça a été ça. Et on a fait, et ça a vraiment lancé le projet, lancé le club. On a réussi à, petit à petit, en plus, on discutera plus tard, structurer le club autour de l'équipe première, mais aussi autour de l'école qui a été très importante pour nous pour développer le club. Mais en tout cas, la première étape, c'était ça. Donc en DHR, on s'est retrouvé avec une équipe qui a commencé à fonctionner. Et du coup, on a commencé à avoir des résultats. Donc là, vous êtes monté, dès la deuxième année, en fait, vous êtes monté avec l'équipe que tu avais reconstruite? Ouais, dès la deuxième année, on est monté en DSR. Ouais. On est de suite monté en DH et on est de suite monté en CFA2 les 3 années qui ont suivi. Avec majoritairement les mêmes cadres? Pardon? Avec majoritairement les mêmes cadres qui sont restés les trois Ouais, exactement, avec les mêmes joueurs. Là-dessus, l'arrivée de Nicolas Sanoun a été très importante pour nous, qui était le gendre du président à l'époque, qui a connu une carrière en Ligue 2, qui, en parallèle de joueur, a pris un poste de directeur sportif aussi. Et donc, on a très bien fonctionné ensemble quelques saisons. Leonardo Lopez nous a rejoint aussi, il nous a fait beaucoup de bien. Et petit à petit, d'autres joueurs comme Pierre qu'on a aidé à Lesmelou qui est arrivé d'Arlac aussi, qui a été important pour notre développement. Et je pense que sa venue au club lui a fait aussi beaucoup de bien. Voilà, donc tout est parti de là, mais on a gardé en effet le même gros cadre de joueurs sur toutes ces années. C'est vrai que vous avez, là, Imed, la montée de l'équipe première était importante pour aider à ce que le projet prenne corps par le biais de la locomotive, mais vous étiez quand même dans une idée de structuration quand même du club, parce qu'aujourd'hui, le club, malgré tout, aujourd'hui, il y a quand même maintenant un synthétique qui est vraiment bien, le complexe est nickel. Vous avez organisé, et comme tu dis, par rapport à l'école, vous avez quand même tout mis en place pour qu'il y ait des bonnes gestions au niveau des jeunes, et le club s'est structuré, c'est pas juste faire monter une équipe première, pour faire monter une équipe première. Parce qu'il y avait une idée derrière, quoi, de global. Il y a combien d'adhérents? On était aux alentours de 400 licenciés à la fin. Ah ouais. Mais je peux dire une bêtise, mais il me semble que c'était aux alentours de 400. C'est un club très familial et je vais rebondir sur ce que disait Philippe. On l'a vraiment, la pierre angulaire du projet, c'est le lien avec l'école. Il y avait une section sportive collège qui fonctionnait bien sous l'impulsion de Jérôme Duc, qui était prof de PS et éducateur au club. On a vraiment structuré le club autour de cette section en prenant des joueurs qui pouvaient faire éducateur au club et qui pouvaient encadrer la section sportive. Et on a vraiment, et les dirigeants sur ça étaient vraiment complètement raccord avec nous, et donc ça s'est très bien passé. Là-dessus, on a pu développer une section sportive au 2e cycle en lycée, encore sur le même modèle. Et ça nous a vraiment aidé à grandir, vraiment à aider à structurer le club. Et les joueurs éducateurs qui étaient placés dans le projet ont été, ils ont permis à tout le monde de fédérer un territoire. En fait. Et Imed, pour que tu aies bien conscience, il l'a dit tout à l'heure, il y a 2 villages donc, qui se sont associés, on va dire, par le biais du football. Mais Lège, c'est une commune de combien d'habitants? Aucune idée. Très peu, il doit y avoir 2 ou 3 000 habitants et beaucoup plus l'été. Donc c'est très, très petit, hein. C'est hyper mignon, très joli, mais c'est vraiment très très petit. Donc aujourd'hui, le club est en National 3 et donc ils sont encore en National 3. Donc c'est quand même un petit village quand même malgré tout, tu vois. Et donc pour attirer, il faut vraiment que le projet plaise, le cadre de vie donc, est intéressant. Il faut des moyens, tu le sais, pour être en National 3. La région est assez pauvre, footballistiquement parlant. Il y a très peu de moyens dans la région. Mais ce club est structuré. Alors, ça a participé, ce que Alex, ça ont fait et ont mis en place. Mais c'est vrai que s'il n'y avait pas eu cette structuration, le club aujourd'hui, je ne sais pas s'il sera encore en National 3, tu vois. Je pense que le départ a été bon, quoi, la façon de penser. Est-ce que c'est toujours le même président qui est en place? C'est Bernard Martin maintenant qui a pris la place de François Grégoire, mais il est aussi dans une logique, en tout cas tout ce que je vois de l'extérieur, dans une logique de construction. Et il a su continuer
continuer le projet. Enfin, il a toujours été présent, donc il a toujours été une cheville forte ouvrière, mais il est vraiment dans cet état d'esprit et le club c'est quand même un modèle sur la région en termes de formation, d'état d'esprit, d'implantation et encore une fois, ils ont encore une vraie cohérence entre ce que peut penser la municipalité, ce qui est fait au niveau du club. Non, c'est un chouette club. Là, il y a une question d'un supporter par rapport justement au club de l'Ège, donc ça tombe bien. Il va te la poser. Alors, attends, je l'active le micro. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, merci de rejoindre l'émission Coach Live donc, avec Alex Torres. Donc, ça tombe bien, votre question. Allez-y, vous pouvez la poser. Bonjour, coach. Je voudrais savoir quel était votre meilleur souvenir en tant qu'entraîneur. C'est quand tu jouais ou quand tu jouais pas? Tu l'as reconnu ou quoi? Hein? Tu l'as reconnu? Ben ouais, quand il dit coach, je le reconnais, ouais. Ah merde. C'est Moi, con. je te mets en photo, je te mets en vidéo. C'est parti. Ah, Pierrot. Comment tu vas, Alex? L'imitation ne doit pas être bonne, je pense. Je me suis dit, je dis Alex, je dis coach, je ne savais pas quoi dire. J'étais plus stressé que quand je jouais un match. Ça, c'est bon, ça. Plus stressé que quand tu portes le brassard. Hein. Non, arrête. Ah, c'est Non, chaud. On n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de toi. Bon, en tous les cas, présente-toi, Pierre, parce que j'ai mis supporter, donc les gens ils doivent penser vraiment que tu es un supporter, même si tu dois l'être en fait. Oui, je suis un supporter. Je suis Pierre Lesmelou, j'ai 27 ans et je suis un ancien joueur d'Alex Torres. Il a été mon coach pendant 2 ans et demi à l'Èche Cap-Ferré. Moi, j'ai une question avant que tu ailles avec Alex. C'est que quand moi j'étais à Villeneuve, je me souviens, j'ai voulu te recruter, tu étais à Mérignac. Et je me souviens, tu avais fait, alors si je ne me trompe pas, c'était un match de coupe, il me semble, contre Trélissac. À Trélissac. Et j'avais vu de la gestuelle qui me plaisait bien, tu sais, un peu à la Julien Ferré, là, très cool et puis bien, bien pensé. Et au moment où j'ai voulu te contacter, Lège t'avait déjà recruté, ou il y avait déjà le truc qui était en cours. Donc, pourquoi tu as choisi Lège? Pourquoi tu es allé à Lège? Sachant que, on est d'accord, que tu as fait un peu comme des Valbuena, c'est-à-dire que moi aussi je suis passé par les Girondins, donc tu es passé par les Girondins, tu n'as pas eu le contrat qui allait aux Girondins, tu es parti dans les clubs amateurs, comme un peu, je crois qu'il a fait pareil, Valbuena, il est parti à Langon en premier. Après, toi, tu es à Mérignac. Et pourquoi aller à Lège après? Pourquoi aller à Lège? Parce que ça ne s'était pas passé bien de suite. Hein. J'avais refusé 2 fois, hein, je me rappelle. Ouais. Mais j'étais dur en affaires, mais parce qu'ils avaient un projet solide. Oui. Et après, j'avais bien aimé la relation que j'avais avec Alex et Nico Sanoun. Et le fait, ce qui était bien, c'est qu'ils étaient premiers de DH, ils avaient pour objectif de monter. Et moi, je voulais essayer de jouer un peu plus haut. Donc, pardon. Donc, c'est ça qui m'a intéressé. Au début, je te rappelle que tu pensais que tu n'allais pas jouer. Ouais. Oui, mais après, quand il est arrivé, tu es sûr qu'il y avait encore les cadres. Attends, on est en train de le perdre. Ouais, attendez. Il y avait les cadres, il y avait Camacho, tout ça qui était là. Jérôme Moulinier et tout. Tu es d'accord? Ouais, c'est ça. Et puis après, il y avait Nico aussi qui était bien en place. Donc, Il y a Nico avec qui jouait en plus. un jeune comme moi, c'est pas forcément évident d'avoir des certitudes. Ouais, tu as pris un challenge en fait en allant là-bas. Tu t'es dit, je lui montre quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et puis moi, après, il me fallait aussi des certitudes sur le côté professionnel parce que j'avais arrêté mes études. Donc c'était ça qui était le plus important en fait. C'est pour ça que ça bloquait. Tu avais quel âge à cette époque-là? 21. J'avais 20 ans. C'est ça, 19 ans, 20 ans. Et, ouais. Et donc, moi, en fait, ouais, la condition, en fait, c'est qu'il me fallait un boulot, quoi, en gros, parce que je voulais pas partir là-bas sans rien faire. Bon, Alex, il a dû faire ce qu'il fallait. Avec on a mis du temps à trouver. Hein, Alex, est-ce qu'aujourd'hui, aujourd'hui et avant, est-ce que le club avait des arguments pour faire venir des joueurs? Parce que on est d'accord que je pense que Pierre, il va dire oui. On est d'accord qu'aujourd'hui, sur la région Nouvelle-Aquitaine, pour l'avoir connu moi aussi, c'est pas l'argent qui fait venir les joueurs à Lège ou autre. Hein, on est d'accord. C'est vraiment la condition de
l'emploi, essayer de les aider à trouver un boulot pour faire du foot et en même temps avoir un truc à côté sécurisant. Dans la région de Nouvelle-Aquitaine, on va dire, il n'y a pas réellement beaucoup de clubs qui proposent, comme en Bretagne ou toi, ils mettent sur Paris. C'est pas le critère numéro un, la partie financière, on est d'accord? Non, nous, encore une fois, c'était réussir à faire en sorte que les gars soient dans les meilleures conditions possibles, mais qu'ils soient dans le cadre du projet du club. Et donc, il fallait qu'ils soient à proximité de l'école de foot ou de l'école, ou enfin, voilà, qu'il y ait une vraie relation et pas simplement filer un billet pour faire venir les gars. Du coup, Pierre a pu passer beaucoup de temps en périscolaire et je pense qu'il en garde encore quelques bons souvenirs. Et je pense qu'une partie de sa réussite chez nous, après il a fait son parcours, mais il est encore en train de le faire, mais est liée au fait qu'il était implanté dans la vie de la commune et dans la vie du club. En fait, tu es vraiment venu pour le foot, oui, parce que tu te disais une dernière chance au cas où de te relancer, et parce que tu avais une sécurité derrière. Et l'équipe, comme tu dis, l'ambiance peut-être, le groupe qui était quand même intéressant, quand tu vois les joueurs pour monter en National 3, je pense qu'il y avait quand même réellement une équipe pour monter en National 3. Donc, intéressant. Toi, Nico, pas Nico, Pierre, avec le rapport, par rapport à ce que tu as connu, toi, au Girondin et les différents clubs, de te retrouver avec Alex et Nicolas, parce que vous étiez deux au staff, on est d'accord, vous étiez tous les deux à coacher. Ouais, moi j'entraînais, Nico était directeur sportif, mais il était encore joueur à ce moment-là. D'accord. Toi, Pierre, la partie entraînement, tout, ça correspondait à ce que tu attendais? C'était pas trop peut-être strict, c'était dans comment dire ça, peut-être le global de l'entraînement, que ce soit dans l'ambiance et dans ce qui était proposé. Est-ce que ça pouvait te donner vraiment, je sais pas, te remettre le pied à l'étrier, comme on dit? Est-ce que tu pensais que c'était ça qu'il te fallait? Ouais, moi, après, ça, on n'était quand même pas comme une structure pro. Hein. On s'entraînait 3 fois par semaine. Et en plus, moi, je m'en souviens, j'arrivais toujours en retard parce que j'avais le boulot. Mais ouais, il y avait une ce belle côté tenue sérieux. verte aussi, c'était bien, c'était le bon temps. C'est ça mon meilleur souvenir en fait. C'était tenue d'entraînement. Ben ouais, c'était bonnard, mais bon, ça savait rigoler, mais ça savait aussi être sérieux. Mais sans se prendre la tête, mais comme vous l'avez dit, il y avait quand même des joueurs de qualité et il y avait un bon groupe. Donc c'est ce qui a fait qu'on est monté aussitôt et on s'est même manqué la montée en nationale Oui, 2 ans l'année après, d'après. en CFA 2 ans après. Toi, tu es arrivé pour la DH, tu es monté avec Alex en National 3. Toi, Alex, tu es resté ou tu es parti après? Non, je suis resté. On a fait 2 ans et demi ensemble. On a fait après la première année de National 3, mais sur laquelle, pour Pierre, c'était aussi une année sportivement un peu plus difficile parce qu'il n'avait pas forcément pas forcément les perfs qu'il avait en DH. Il a eu, on parlait de temps pour joueur. Pour Pierre, c'était cette première année de N3 où il n'avait pas été super performant. Non, On est resté encore ensemble l'année suivante en N3 où là, par contre, il avait vraiment, je pense que dans sa tête, il s'était dit que c'était la dernière chance et qu'il fallait y aller et où il a été vraiment, vraiment, vraiment très performant et où il nous a aidé à avoir des bons résultats, mais où ici, il a réussi à passer le palier et après aller au-dessus. Et Bon, Pierre, Alex, vas-y. je voulais poser la question à Alex. La différence entre les 2 saisons pour toi, c'était quoi exactement? Comment tu as identifié un peu tes problématiques sur les 2 saisons? Entre quelle année et quelle année? En fait, parce que là, tu disais qu'entre la première année où c'était un peu plus difficile pour lui, Ouais. et la deuxième année, c'était beaucoup plus simple, on va dire. Il était beaucoup plus performant. Bah, Toi, qu'est-ce que tu as entrepris avec lui justement ou peut-être avec d'autres joueurs, hein, ou avec ton groupe totalement, pour qu'il y ait une différence entre les 2 saisons? je ne sais pas ce qui s'est passé sur sa première saison, mais en tout cas sur la deuxième, là où il a commencé à être performant, il avait un travail quotidien. Avant d'aller bosser, il allait à la salle. Après aller bosser, après le travail, il venait à l'entraînement en courant où il avait des programmes perso. Avec Nico, on a été très présents, mais pas que sur le terrain. Sur le terrain, on a continué à faire les mêmes choses. Et puis lui, il a pris confiance en lui. On commençait à voir que
Mais une fois qu'il était à fond, par exemple, on a l'impression qu'il accélérait, il avait, comme dit Philippe, cette espèce de deuxième accélération qu'on ne voyait plus pendant un moment et voilà. Après, sur le plan technique, il n'a jamais été embêté, donc ça n'a jamais été un problème. Mais même en termes de volume, il commençait à tenir les matchs et sincèrement, voilà, je pense que c'est. Nous, on lui a mis un cadre autour de lui, ça c'est sûr. Mais après, c'est lui qui l'a fait vivre. Et ça, c'était ton plus haut niveau, Pierre? Ouais. Tu montais en National 3, tu avais fait quel niveau avant? C'était quoi, DH? Bah avant, j'étais DH et j'avais fait, quand j'étais en U19 première année, j'avais fait 2-3 apparitions en CFA2 avec Langon. D'accord. Mais autrement, ouais, c'était DH mon plus haut niveau. Ouais. DH et après, ben, là, CFA2, alors, les 2 ans. Ouais. C'est ça. Okay. En tout Alex, cas, Alex, non, mais une question pour Alex. Tu avais, un projet de jeu, un système, tu avais quelque chose de personnel que tu as voulu amener dans ton projet? Non, on se mettait tous très bas et on tapait sur Pierre. De temps en Non, temps, il arrivait à faire. Il risque pas de garder beaucoup les ballons, hein. Non, 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 c'est vrai. Non, en plus, je jouais à gauche, moi, un peu, là, à cette époque-là, non? hein? Je crois que je jouais à gauche, en plus, à cette époque. La première année, oui, tu as dû, hein, parce qu'il fallait vraiment trouver un endroit où te mettre et il n'y avait plus que celui-là. Aïe, aïe. Bon, en tous les cas, Pierre, c'est bien gentil en plus d'être venu et par rapport à Alex et tout. Nous, on va te laisser tranquille te reposer après ton match et votre match d'hier. Je pense que tu es rentré aujourd'hui en plus, donc reposer. Non, on est rentré de nuit, on est rentré hier soir. Voilà, donc en tous les cas, voilà, nous, je pense qu'il y aurait, ça vaudrait le coup, je sais pas, Imed, ça pourrait être pas mal. Après, à toi de voir Pierre un jour. Moi, j'aurais bien aimé, parce que je connais bien Julien Ferré, et je sais pas, Alex, ce que tu en penses, mais je trouve que Alex, Julien Ferré, Pierre, c'est des profils, on en a parlé un peu entre nous, c'est des profils atypiques, tu n'en vois pas beaucoup, mais leur parcours, il est super intéressant. Donc c'est vrai que ça pourrait être une émission pour montrer à plein de jeunes qui ne passent pas ou qui réussissent pas dans les centres de formation, bah, que rien n'est fait et que la carrière peut démarrer même un peu plus tard, c'est pas bien grave, mais il faut rien lâcher. Peut-être que tu as des conseils ou des choses à montrer, peut-être que peut-être récent, je sais pas. À voir. Ouais, écoutez, pour ça, c'est bonne cause, donc c'est avec grand plaisir. Maintenant, tu as mon contact, donc tu peux Ouais. me proposer des choses, il n'y a pas de problème. Ok. Bon, en tous les cas, mais merci pour l'émission et puis écoute, bonne chance pour la suite. C'est gentil, merci beaucoup. Merci, Bonne Pierrot. émission à vous et bon courage à Alex. Hein. Pierrot, merci. Salut. Ciao. Yes. Ouais. Alex, donc toi, du coup, donc monté en National 3, comme tu le dis, 2 années de National 3. Donc Ouais. avec un club est-ce que le club peut être ambitieux à vouloir aller plus haut que National 3? Tu penses que c'était dans les objectifs du club ou pas? Ben, à ce moment-là, moi, j'aurais bien aimé que Ouais. ce soit le cas. J'ai fait au final 7 ans là-bas et j'avais envie que le club continue à être ambitieux et continue à donner les moyens d'eux. Après, on sait que moi, je pense que Lège peut encore gratter à ce moment-là au moins un niveau. Ouais. Et en même temps, j'ai une proposition en face du Stade Bordelais qui petit à petit me convainc de leur projet. Et du coup, avec un projet, ils étaient en N2 à ce moment-là, mais en fin de saison, ils descendent en N3. Ouais. Et au final, je choisis de rejoindre le Stade Bordelais après 7 ans à Lège, notamment parce que je pensais à cette époque-là que c'était une évolution, j'avais envie de notre projet. Oui, si, sur la région, bon, Imed, il connaît, hein, sur la région, le Stade Bordelais, Bergerac, Trélissac, on va dire, c'est des gros clubs de la région. Et le Stade Bordelais, on sait très bien depuis longtemps, c'est un club qui a tendance c'est pas très stable puisque ça monte, ça redescend, ça végète entre le National 2 et le National 3 depuis de longues années. Et bah, c'est clair que toi, on te propose ça, vu tes objectifs et tes envies, bah, tu te dis club de Bordeaux avec des moyens, avec potentiellement un gros potentiel de National 2, voire National 1 si c'est structuré, tout ça. Donc l'occasion, elle t'est donnée d'y aller. Donc tu y vas avec l'objectif, bien sûr, de monter, de remonter, parce qu'il descendait juste en National 3. Donc toi, tu vas là-bas. Est-ce que déjà le contexte entre un club, on va dire, bordelais, un peu plus huppé,
Est-ce que le contexte entre le club familial de Lège et le Stade Bordelais, tu as ressenti quelque chose de vraiment différent ou pas Alors, trop? déjà, je suis très content d'y partir à ce moment-là avec mon staff, avec Oui. les gens que j'ai voulu, parce que pareil, dans ma construction, la présence de Franck Amari à mes côtés, qui était avec moi les dernières saisons à Lège, et après au Stade Bordelais, ont été très importantes parce qu'il m'a permis de vraiment m'axer sur la partie foot et lui de prendre beaucoup de problèmes relationnels et de gestion d'effectifs autour. Donc ça nous a beaucoup aidé sur cette première année où on a trouvé un groupe qui descendait de N2 en N3 sur lequel on a emmené quelques recrues, mais où on sent au premier entraînement que on n'est plus du tout à Lège Cap Ferré dans le familial et qu'il va y avoir plein d'autres problématiques. Ouais. Problématiques de terrain, problématiques de relations avec une partie de l'effectif, un mode de gouvernance qui est différent aussi entre les dirigeants de Lège et les dirigeants du stade. Et on s'aperçoit que la tâche, elle va être difficile, mais hyper passionnante. Ouais. C'est un nouveau challenge, quoi. Ouais, exactement. On le prend vraiment à bras le corps en essayant d'avoir un fonctionnement le plus pro possible. On s'entraînait, je pense, 5 fois par semaine avec quelques entraînements le matin en N3 et où on se sent comme autant on se sentait dans la peau de la petite équipe, de la petite écurie qui essayait d'aller bousculer les grosses, autant au Stade Bordelais en N3, donc puisqu'il est descendu. On sent vraiment qu'il y a une obligation de résultat et un groupe voilà, avec des égos vraiment différents à gérer. Oui, ouais, parce que là, le club recrute des joueurs qui ont des profils pour jouer une montée, mais avec des caractères qui vont avec, c'est-à-dire que peut-être individuel, envie de se montrer plus que d'envie d'aider le collectif, donc des genres de joueurs comme ça. Alors, au départ, ça a été un petit peu ça, mais sincèrement, on a vécu une super année et on a réussi à mettre toutes les. Et je dis encore une fois, Franck a été important là-dedans. Dans ce qu'on a réussi à créer, c'est toujours pareil, hein, enfin, il y a plein de critères de performance, qu'ils soient internes, externes, ce que vous voulez, mais quand les mecs qui vivent bien ensemble, qui prennent du plaisir à se retrouver à l'entraînement, qui prennent du plaisir à faire avancer le projet ensemble, ça nous aide. Et ben, sur cette première saison, on a encore bien gazé et on réussit à arracher la montée avec Limoges en toute fin de saison. Donc, une première année très réussie et qui nous permet d'entamer après l'aventure en N2 où on a fait 3 ans et avec d'autres problématiques. Mais en tout cas, sur cette première année de N3, ça a été très, très intéressant, très formateur et on était dans l'objectif des dirigeants, c'est-à-dire de vite retrouver le N2 et puis après, à moyen terme, d'essayer de topper le national. C'est là où ça s'est compliqué. Ouais. Parce que le club du Stade Bordelais, IMED, n'a jamais été en national. Hein. C'est le plus haut niveau, ça a été toujours la D3 ou la CFA ou la N3 maintenant, quoi, la N2. Mais c'est vrai qu'ils ont. Alors, c'est peut-être une problématique, pas que équipe première. Je pense que c'est Alex qui est dedans. Toi. C'est plutôt une problématique de projet club dans sa globalité. Parce que le potentiel est là. Hein. Ça, je sais pas, Alex, tu confirmes ou pas. Mais le potentiel à faire un club qui irait, pourquoi pas en national, le Stade Bordelais fait partie de ces clubs sur la région qui potentiellement, alors je ne dis pas qu'ils ont tout pour, mais potentiellement, ça mériterait d'être en national. Maintenant, on parle bien de potentiellement. Au niveau structure, tout n'est pas cadré. Quoi. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire et je pense que c'est là où je sais pas, c'est toi qui es dedans, Alex. Mais bon. Il y avait des entraînements le matin, donc forcément, bah, tu devais avoir combien de fédéraux? 2. Tu en avais 2? 2. Après, on a créé un lien important avec l'université où on avait les étudiants étaient mis à dispo. Et après, sur cette première année, on avait quelques joueurs qui avaient des horaires aménagés. D'accord. Vous étiez en lien avec les employeurs ou c'était eux-mêmes qui se débrouillaient à trouver des… Les deux, c'était vraiment du cas par cas. D'accord, ok. D'accord. Donc, tu avais pratiquement tout ton groupe en séance. Alors, sur la séance du matin, en général, c'est la séance du mardi. On devait avoir une dizaine de mecs. D'accord, donc c'était une fois par semaine. Ouais, une fois par semaine. Le reste, on s'entraîne le soir.
Le soir, tu t'entraînais à quelle heure? 17h30 ou 18h. D'accord, ok. Et au niveau des infrastructures, tu étais plutôt à l'aise? Tu étais plutôt à l'aise? Voilà, c'est ce dont je pense voulait parler Philippe. Oui. C'est-à-dire que on est sur il n'y a pas d'infrastructure dédiée au Stade Bordelais. On est sur une grande plaine sur laquelle il y a tous les clubs de la municipalité qui viennent s'entraîner. Ah ouais. Des fois, on fait 500 mètres entre le vestiaire quand on en a un et le terrain d'entraînement dans la boue, dans le noir. Voilà, il n'y a pas de lieu de vie, il n'y a pas d'endroit où les gens viennent se retrouver tous ensemble. Les jeunes, le week-end, sont répartis entre 7 ou 8 terrains de la municipalité. Donc, tu vois, tu n'arrives pas. La difficulté de ce club-là, c'est arriver à créer, pas que sur les résultats, que ce ne soit pas quelque chose qui se construise que sur les résultats, mais qui arrive à se construire sur un club. Et les principales difficultés du Stade Bordelais à l'heure d'aujourd'hui, elles sont là. Parce que quand tu as une belle dynamique en haut, ben, ça arrive à suivre un petit peu. Mais après, pour arriver à fédérer tout le reste, voilà, on a déjà du mal à se croiser entre éducateurs. Donc, c'est les gros écueils auxquels on se heurte aujourd'hui. Ouais, c'est assez complexe. Le cas du Stade Bordelais est assez complexe, mais c'est dommage parce que potentiellement, c'est le deuxième club. Si on regarde comme ça, c'est le deuxième club après Bordeaux, après les Girondins. Donc, potentiellement, en termes de joueurs et en termes quand même de renommée, parce que le club a cette renommée il y a des bons jeunes, il y a vraiment un gros potentiel. Mais c'est vrai que c'est un peu un club explosé par sa façon de procéder au niveau, que ce soit terrain, au niveau structure, comme il dit, au niveau ambiance, regrouper tout le monde sur le même truc. C'est assez délicat comme club, je trouve. Mais bon. Alors, qui mettent, tu vois, on a quand même un joli stade. Après, on a un joli stade, on a des dirigeants motivés qui mettent vraiment de leur temps, de leur argent, de leur passion sur le projet. Mais on a du mal à être identifié comme un club sympathique ou un club sur lequel tu as envie d'investir. C'est ça qui est pour nous. Et puis on est le deuxième club de la municipalité, donc tu n'es pas le premier. Donc il y a toute la dynamique des collectivités locales aussi où on a une place qui est difficile à faire. Il n'y a pas eu la question d'une fusion qui a vu le jour ou qui était réfléchie pour avoir un seul gros club? Le gros club, c'est les Girondins. Ici, la région, c'est non, mais je veux dire après les Girondins, bien sûr. Après les Girondins, c'est eux, c'est le Stade Bordelais. Après, tu as des clubs comme Mérignac, Villeneuve, tous les clubs des clubs gros sur Bordeaux. Mais le deuxième club de Bordeaux, après les Girondins, c'est le Stade Bordelais. C'est pensionné par la ville. Mais Alex, quand il disait on n'est pas le premier club de la municipalité, le premier, c'est lequel? C'est les Girondins. Girondins. Ouais. D'accord, en fait, ok. La mairie de Bordeaux, le Bordeaux Métropole, c'est le deuxième club subventionné, c'est le Stade Bordelais. C'est là où tu vois que c'est incroyable. C'est incroyable, ça mériterait depuis longtemps, mais c'est longtemps que ça existe. C'est un club qui mériterait un jour, mais une fois qu'ils seront bien structurés, que tout sera cadré, c'est potentiellement un club qui devrait être en national. Maintenant, non, mais moi, ce qui m'étonne, enfin, si tu veux, ce qui m'étonne un peu, c'est qu'une municipalité a pour premier club un club pro. Tu vois un peu le truc? Mettrait plutôt en privé. Bah, nous les. Bah alors, bon, Paris Saint-Germain, c'est pas pareil, mais la mairie de Paris, sa plus grosse subvention ne va pas au Paris FC. Tu vois, oui. C'est ça qui me choque, moi. Enfin, pour moi, ça serait plus logique qu'une municipalité, elle donne plus de moyens, enfin, pas plus de moyens, mais elle donnerait ses moyens à un club amateur. Oui, toi, tu voudrais qu'il faudrait presque dissocier le premier club pro et le club amateur. C'est un peu ça. Ouais, mais après ça, c'est toujours pareil, hein, c'est les choix politiques sur la région, le département. On n'est pas une région très, très sportive. Et écoute, quand on regarde les chiffres tous les ans, la DNCG publie les chiffres des subventionnements moyens et tout ça. Ben, écoute, en tout cas pour notre cas, et c'était le cas aussi quand on était à l'Ège, on est largement en dessous de la moyenne des clubs, des autres clubs de N2 ou de N3 en termes de subventionnement public. Quel était ton budget, Alex, en N2? Le club tout compris? Non, le groupe senior. Parce
que tu avais Je suis laissé. incapable de te le donner. Je D'accord. peux te dire, on avait trois demi fédéraux et après les mecs avaient des frais et un fonctionnement de club. D'accord, les mecs, ils s'étaient défrayés, quoi. C'est délicat, Ahmed. Là, après, quand tu vas, tu vois, là, quand tu passes en National 3, un club comme le Stade Bordelais ne reste pas en National 3. Si tu regardes ces différents parcours, Ils remontent. ils ont juste tendance à y descendre et à y remonter vite en Ouais. National 2. Et là, tu vois bien qu'Alex, il le voit parce qu'il a fait 3 années de suite en National 2. Quand tu passes dans le contexte National 2, là, tu sens bien que le Stade Bordelais, au final, n'est pas si gros que ça, quoi, comparé, parce que là, tu vas dans les autres régions, et là, tu t'aperçois que, ben, ok, tu as un profil pour, mais quand tu y es, et tu peux en parler, le niveau, ou alors je ne sais pas si c'est que le niveau des joueurs ou de l'équipe, mais c'est délicat de tenir en National 2. Les Non, années mais que fait Alex, c'est des ce années que subit, de maintien. pardon, excuse-moi, Philippe, mais ce que subit Alex, c'est à peu près ce qu'on a, nous, sur la région parisienne. C'est-à-dire que quand tu vas jouer face à des autres équipes, tu vas jouer contre des agglomérations. Au niveau financier, c'est différent. Pas pareil. Tu vois, donc je pense que lui, avec les moyens qu'il avait, après, je ne connais pas un peu les jeunes du Stade Bordelais, ce qu'ils donnent sur les championnats de jeunes. Ça doit être quoi? De la R1? La R1, on avait des 17 nationaux qui sont descendus cette année aussi. Le Covid nous a fait du mal à nous. Ouais. On avait des 17 NAS et l'objectif, c'est de les retrouver à moyen terme. Et tes 19 ans, tes 18 ans maintenant, ils sont en R1. Les 18 ans étaient en R1. On a eu l'opportunité 2 fois sur les saisons précédentes de les faire monter en 19 nationaux. Mais en termes de moyens et de stratégie de club, on ne les a pas engagés sur les 19 NAS pour permettre aux jeunes de directement venir jouer avec les catégories seniors, puisque l'équipe réserve est en régionale 1 et que nous, on était donc en N3 puis N2. D'accord. D'accord. Ok. Bah, c'est quand même des niveaux qui sont assez intéressants pour les jeunes. Mais le paradoxe, c'est ce que disait Philippe à l'instant, c'est que quand tu es en National 3, bah, tu es le gros favori, on va dire, de ton championnat. Et quand tu arrives en N2, bah, ça devient beaucoup plus difficile et tu as ce sentiment bah, d'être le petit poussé, entre guillemets. Mais c'est ça qui C'est est. un paradoxe. Là, il le vit cette année, parce que cette année, regarde, il descend. Alors, après, tu as dit un truc hors antenne au début. L'année dernière, National 2, troisième année de National 2. Donc, l'année d'avant, Alex, tu me confirmes. L'année d'avant, maintien de justesse, c'est ça? Première année, on est sur une belle dynamique de montée. On espère sur la deuxième saison continuer cette optique-là et on essaie de faire un recrutement dans ce sens-là. Et je pense qu'en termes de management, c'est notre plus grosse erreur. On avait un groupe qui vivait très bien et qui avait encore sur la première année ils en avaient encore sous le pied. Je pense qu'on aurait dû continuer à travailler avec un groupe largement issu de la montée N3. Et et la première année N2 où on est sur la poule du Sud, voilà, on fait une très belle année, pardon. Et c'est sur cette année-là qu'on doit fédérer et continuer avec le même groupe. Et on n'a pas pu, pas su ou pas senti ça. Et du coup, on part avec un groupe très renouvelé la deuxième année de N2. Et où voilà, la deuxième et troisième année, du coup, ça a été des luttes permanentes pour le maintien. La deuxième, on l'obtient tout à la fin, mais en faisant un parcours en deuxième partie très, très bon. Et puis la dernière année où ça a été une année noire à tous les points de vue. Donc voilà. Et quand tu dis année noire, le truc, c'est que, et c'est pour ça, moi, je pensais que l'année de descente de l'année dernière avec ton groupe, je pensais que c'était quelque part ce qui se passait cette année en étant premier tout seul en National 3. Je pensais que c'était parce que tu avais tiré profit de l'année de descente malgré tout, où les joueurs, à un moment donné, bah, savent que chaque week-end, c'est difficile. Donc les joueurs apprennent sur une saison délicate, mais tu apprends même dans la défaite. Et les joueurs, au final, je pensais que c'était les mêmes cette année qui étaient en train de jouer le haut de tableau et invaincus en National 3. Mais c'est un petit peu les deux en fait. Parce que sur la deuxième année donc, quand j'arrive à Lège, à Lège au Stade Bordelais, pardon, mon principal objectif, c'est de continuer à travailler encore une fois avec les personnes que j'avais à Lège. Donc en plus de Franck, il y a Léo Lopez qui vient s'occuper de l'équipe réserve et avec qui j'entretiens un lien très fort. Et du coup, la dernière année de N2, en fait, nous, on avait le sentiment que quand on rentrait sur le terrain, on n'arrivait pas à gagner les matchs. Donc pour certains joueurs, ça a été
ils se sont mis à l'écart. Et pour d'autres, on a vraiment vécu une année où Léo sur la R1 faisait bosser des jeunes et leur donnait du temps en R1. Quand ils montaient avec nous sur la N2, ils étaient trop justes et on se faisait cartonner. Mais par contre, sur le plan relationnel et sur le plan de la formation des mecs, on a eu des joueurs qui n'ont pas lâché de toute l'année alors qu'on prenait des valises tous les week-ends et qui se sont de cette manière-là formés. Et c'était le cas pour une partie du groupe, les plus jeunes et certains, alors que d'autres se sont rapidement commencé, quand ils perdent, c'est jamais de leur faute, et se sont mis à l'écart du projet. Mais donc voilà, donc c'est un petit. Tu as raison pour une partie sur le travail de post-formation qu'on a pu faire avec Léo, et mais où on était avec des joueurs avec lesquels on n'a pas lâché et qu'on continue à bosser, mais qui étaient encore trop tendres pour le niveau N2. Et si tu remontes cette année en National 2, toi qui as vécu 3 années donc déjà de National 2, que ce soit avec ce club ou autre, mais si tu venais à remonter en National 2 avec une équipe donc comme le Stade Bordelais ou autre, quelles leçons toi tu tires de tes 3 années pour pouvoir réellement jouer un milieu de tableau, un haut tableau, ou ne serait-ce que déjà faire que le club perdure dans le niveau National 2 pour que le club se structure bien. Est-ce que c'est lié qu'aux joueurs et à toi, ton coaching, ou est-ce que pour toi, c'est vraiment le projet club qui fait que le club ne peut pas rester sur un long terme en National 2? Bon. C'est quoi pour toi le travail sur l'expérience que tu as maintenant? En tout cas, on a tous pris l'expérience de la saison dernière, notamment avec les dirigeants, que une année en National 2, si on a joué que 5 matchs, pour le moment on est devant, mais encore, on ne sait pas ce qui va se passer entre le. Enfin, bon, voilà. Mais si ça doit se reproduire, si on doit remonter, on l'anticipe vraiment dès maintenant dans l'ensemble du projet club. On sent en tout cas une dynamique tout autre. Moi, de l'intérieur, je sens une dynamique tout autre sur l'ensemble du projet club. Maintenant, si sur le plan sportif, et Imed ne dira pas le contraire, pour moi, il y a un énorme gap entre le N3 et le N2 en termes de niveau. On parle du national qui est professionnel, mais quand on voit les écuries qui est en National 2 et ce qu'il faut faire entre les déplacements, le niveau qui est proposé, c'est très fort le N2. Notre volonté serait de continuer avec le groupe le plus proche possible de celui qu'on a cette année et y ajouter bien sûr quelques éléments, mais l'objectif c'est de continuer d'être dans une dynamique club. On peut plus s'affranchir de cette dynamique club comme ça a pu être fait auparavant au stade, mais je sens vraiment que les dirigeants ont conscience de ça. Notre expérience de l'an dernier, je pense qu'elle a servi. Ouais, stabilité donc. Objectif, stabilité. Ouais. Stabilité, projet club, des 19, des éducateurs qui ont envie, et on a travaillé dans ce sens-là cette année. C'est aussi pour ça que moi je suis ravi que Léo m'ait rejoint à 50-50 sur l'équipe première cette année, parce que ça me permet aussi de travailler sur l'ensemble du projet sportif et des éducateurs et de la structuration de l'école de foot, et par plein d'autres personnes, et les dirigeants en premier lieu. Mais ouais, c'est stabilité et projet club. Ça pourra passer que par là. Et même si la première année pourrait être difficile, même si la deuxième, ça passera tout comme ça. Tu pars du principe, de toute façon, si tu as la chance de monter et de garder ton ossature, je pense que tu vas bonifier avec quelques arrivées. Je pense que par rapport à avant, tu vas pas beaucoup recruter, mais tu partiras du principe que ça va être difficile la première année, quoi qu'il arrive. Ouais, mais même si, enfin là on parle de monter, mais même si on ne monte pas cette année, je sais que c'est un objectif pour tous les dirigeants de tous les clubs, mais même si on ne monte pas, alors, il faut qu'on continue la dynamique qu'on a commencé au mois de juillet cette année de vraiment de structuration de club. Il n'y a que comme ça que ça réussira à payer, encore plus avec l'expérience de ces 4 années au stade où si on n'a pas ça, on passera la trappe, même si on est amené à monter pour redécarrer l'année d'après, parce que voilà. On sait que ça sera difficile, qu'au-dessus, ça mettra un peu de temps, mais l'exemple, c'est plutôt ce que fait chez nous, ce que fait Trélissac, par exemple, qui a réussi à structurer un vrai projet club et une vraie territorialité avec tous les clubs autour. Et on voit qu'ils ont des années difficiles, mais qu'ils sont toujours là et que cette année, ils ont une belle éclaircie, quoi. Ouais, donc c'est toujours là. De toute façon, on est tous d'accord, je pense. Après, ils mettent, toi, peut-être ton club,
ces régions parisiennes, peut-être que c'est différent, je ne sais pas. Ou la structure sur la Nouvelle-Aquitaine, en tous les cas, pour espérer maintenir et jouer du haut de tableau et voir monter et se structurer dans un niveau comme National 2. Tu n'as pas le choix, il faut que ce soit le Alex, projet club qui fasse adhérer tout ça. Si tu n'as pas le projet derrière, l'ensemble du club, si tu n'as pas ça, je parle bien pour la Nouvelle-Aquitaine, si tu n'as pas ça, tu ne pourras pas, pour moi, c'est pas viable. Alex a dit des choses intéressantes. Moi, pour moi, en N2, comme il l'a dit, tu as beaucoup de clubs qui sont vraiment armés pour jouer en national, hein. Quand tu prends nous, alors je ne connais pas vraiment le groupe que Alex avait, mais tu prends nous, chez nous, tu avais Bastia, Sedan. Oui, C'est des clubs qui sont armés, enfin même des clubs comme Belfort ou Épinal qui étaient en national. Donc c'est des clubs de national. Donc toi, quand tu les joues, ces clubs-là, tu sais que c'est compliqué. Tu sais que déjà, tu n'es pas dans la même cour. Donc à partir du moment où tu sais ça, tu sais que ça va être difficile. Maintenant, nous, on a une problématique. Alors je ne sais pas pour vous en Nouvelle-Aquitaine comment c'est, mais nous, le problème, c'est que chaque 800 mètres, tu as un club qui est en National 3. Donc ça veut dire, et chaque club veut garder ses joueurs. Il n'y a pas ça, non. Tu vois? Non, nous, tu as tous les 800 km, tu as un club. Ouais, voilà, tu vois. Donc c'est pour ça que je te disais, c'est un peu différent. Nous, à 800 mètres, tu as Drancy. Tu vois? À quelques kilomètres, à moins de 5 kilomètres, tu as le Red Star, tu as Aubervilliers, tu as plein de clubs. Donc le problème, c'est que malheureusement, les jeunes, nous, on a la chance maintenant d'être l'équipe la plus, enfin, l'équipe qui représente le département en N2, mais on ne le ressent pas, si tu veux. On ne le ressent pas parce qu'en fait, si tu veux, les gamins, ils changent de club et c'est compliqué de fidéliser des joueurs. Alors, je pense qu'Alex, c'est un peu plus simple, on va dire, pour fidéliser des joueurs, peut-être chez toi, mais sur d'autres régions, c'est un peu compliqué. C'est pas sûr non plus, hein. Je suis pas sûr que ça soit plus simple. Parce que là, Alex va confirmer, mais sur la région, à part le Stade Bordeaux, à part Mérignac qui a des 17 nat, qui d'autre a des 17 ou des 19 nat? Tu as Trélissac. Oui, voilà, mais Trélissac, c'est pas Bordeaux, si tu veux. Oui, ouais, bien sûr. Hein. Montrer la pauvreté, en fait, la pauvreté de. Alors, je dis pas qu'on n'a pas des bons joueurs ou des bons jeunes. J'ai bien compris. Ouais. On a compris la problématique, c'est que Le là, bassin de population, c'est pas le même. Alex, il a raison sur un truc, c'est qu'il va essayer de partir sur une équipe qui prend de l'âge et prend de l'expérience, en espérant que cette équipe joue la montée ou se maintienne en National 3 très bien, ou joue la montée et monte. Et derrière, c'est l'objectif, c'est de faire ce qu'il a dit à Lège à un moment donné, ou ce qu'il a dit sur la première année du Stade Bordelais quand il l'a prise, l'équipe qui est montée en National 2, ils ont fait l'erreur de la disperser, alors qu'il aurait dû conserver et améliorer par 2, 3, 4 recrues jeunes ou plus vieilles, mais il aurait dû conserver ce groupe. Et là, c'est un peu ce qu'il dit, c'est qu'aujourd'hui, il retient cette leçon-là de dire que l'équipe qu'il a aujourd'hui, il la travaille, comme l'année dernière, et voilà, ils ont travaillé avec l'équipe réserve et lui, avec un objectif de monter. Et si ça doit monter ou si ça c'est pas loin de monter, l'objectif, c'est de continuer sur 3-4 ans avec une ossature qui tient la route et qui prend de l'expérience. De toute façon, mais l'ossature, elle n'est pas que chez les joueurs. Et c'est pour ça que tout à l'heure, Alex nous disait qu'il a choisi aussi son adjoint sur l'équipe réserve. Et ça apporte forcément de la sérénité. Donc, on travaille tranquillement. Après, travailler tranquillement, c'est bien lié à l'ensemble du projet. Oui, mais Philippe, tu sais bien que c'est toujours difficile quand tu travailles, quand tu as des gens qui ont des couteaux derrière le dos. C'est tu vois. Donc, lui, le fait d'avoir mis quelqu'un en place, c'est beaucoup plus simple et tu peux travailler de façon plus sereine. C'est important. Dans les évolutions marquantes pour cette année avec la descente, c'est le fait que la personne, donc Léo, qui était sur l'ARL l'an passé, m'a rejoint sur l'équipe de N3. D'accord. Alors, ça nous permet, alors ça crée on verra si ça crée des problèmes au fur et à mesure de la relation, mais en tout cas, pour le moment, ça se passe très bien. Même s'il n'y avait pas de résultats, enfin, ceux qui sont actuellement, je pense que ça se passerait très bien aussi. Mais ça nous permet d'être, encore une fois, d'être à deux, et surtout dans le contexte du club, d'être plus fort, d'être plus, tu vois, d'avoir un meilleur suivi de l'ensemble des joueurs.
Et je pense que pour l'instant, c'est ce qui fait que le projet repart. Oui, en fait, ton adjoint, c'est la passerelle en fait, entre les équipes de réserve surtout. C'est un peu lui, il est ta passerelle, quoi. C'est lui qui te donne les retours. Il l'a fait pendant 4 ans, du coup, tous les joueurs qui étaient derrière, il les connaît parfaitement. Et moi, encore une fois, ça me permet d'être plus près des autres catégories. Et qui dit être plus près des autres catégories dit un lien différent, un échange différent, un monde, on sent plus de soutien, il y a plus de relations entre les joueurs de l'équipe première et les jeunes, ce qui n'était pas du tout le cas, et inversement. Et on commence à avoir une reconnaissance des uns envers les autres. Donc voilà, l'organisation du staff, en tout cas, aujourd'hui, elle nous permet d'être plus performants que l'an passé. Ouais. Vous allez structurer tout ça. Là, Alex, je vais mettre, comme on fait d'habitude dans chaque émission, un exercice que tu nous as partagé. Donc l'idée, c'est encore une fois de proposer, chaque entraîneur qui passe propose un atelier, un exercice, un travail tactique, technique, tout ce qu'on veut, un jeu. Et donc on le partage, comme ça tous les coachs qui écoutent, bien sûr, peuvent après le faire et le tenter et le tester. Donc je partage, tu l'expliques. Vas-y. Là, vas-y Alex. Alors, pour faire plaisir à mon ami Fred Rodriguez qui doit écouter, je suis désolé Fredo, mais il faut peut-être encore avoir le bac. Non, moi je suis très sensible à toutes les formes jouées et toutes les formes réduites. Donc ça, c'est un jeu réduit à 4 couleurs. Donc c'est un jeu de prise d'information, de décision et de transition. Où on joue à 2 contre 1 plus un appui par demi-terrain. Et où donc l'objectif c'est de conserver. Donc là, tu as les jaunes et bleus qui conservent avec les rouges. Ils ont une touche de balle sauf les appuis comme en 2. Et donc l'objectif c'est dès que le ballon arrive, savoir où on va jouer, savoir dans quel espace se déplacer, et sur lequel on peut mettre plein de variantes sur des droits aux joueurs ou manipulant l'espace. Et c'est un jeu qui met tout de suite dedans, qui permet en continuité aux gars de changer de statut, offensif, défensif, de presser à la perte, mais encore une fois d'avoir sur le plan informationnel, c'est très riche pour les équipes en possession. Quelles règles tu mets pour changer de zone, par exemple, puisqu'on peut en mettre plusieurs? Les changements de zone sont libres, c'est juste une zone pour fixer les joueurs, pour qu'il y ait toujours un 2 contre 1 par zone. Et en fait, l'équipe on défend par paire, donc les deux, par exemple, si les jaunes perdent le ballon, ils passent dans la continuité, ils viennent à défendre. L'équipe qui récupère le ballon se met rapidement et dans la continuité en appui, et l'équipe qui était à appui vient dans le jeu pour passer à la conservation en 2 contre 1. Donc ça met 4-5 minutes à se mettre en place quand les mecs ne l'ont pas fait. Et après, ils sont très, très, très demandeurs de ce type de jeu, en tout cas de mise en route. Voilà, j'avais envie de te présenter une mise en route sur le jeu que tu m'as demandé, parce que c'est pas souvent le cas. Et ça, j'aime bien. En termes de distance, tu es sur du 10 sur 10? Ouais, sur la largeur, tu as 10 mètres et 10 sur 10. Après, si tu augmentes la profondeur, là où il y a marqué 5 mètres, si tu augmentes la profondeur, ça ouvre un petit peu les angles de passe et c'est un petit peu plus facile. Après, sur 5 mètres, tu restes comme ça tourne bien. Et après, tu peux changer de ne pas jouer avec les mêmes couleurs. Ouais, tu peux mettre plein de. Tu peux mettre plein de choses à faire après en fonction de ce qui se passe sur le terrain. Mais c'est au moins que là, tu as des mecs qui sont tout le temps attentifs, qui sont tout le temps sur les appuis, qui sont tout le temps de regarder à gauche, à droite ce qui se passe. Et c'est pour se mettre dedans, j'aime bien. Ce qui est bien, c'est que ça mélange aussi la prise d'information. Donc, autant tu peux regarder le ballon, mais autant tu as intérêt de te renseigner sur ce qu'il y a autour. Et ça, c'est intéressant, ça aussi. Exactement. Et puis sur le changement de statut, si tu ne le fais pas vite et de suite à la perte ou au gain, tu es sûr que tu vas courir et repasser vite au milieu parce que tu ne pourras pas maîtriser. Donc, c'est intéressant sur le. Oui. Ça peut être sur un thème réagir à la perte. Ouais, tu peux le mettre sur un terme réagir à la perte, tu peux le mettre sur un terme de prise d'info et prise de transition. Il y a plein de bon, réagir au gain. Il y a plein de tu peux même faire sur une récup, tu peux finir sur une transition sur un but. Oui, en évolution. C'est un jeu qui est assez riche. Ouais, alors parce que la dernière fois j'ai eu un échange avec un éducateur chez les petits. Et en fait, en mettant ce genre d'exercice, souvent ils sont confrontés à des difficultés parce que les garçons,
bah, ils ont encore un peu de mal. Ils sont en voie de développement justement sur la prise d'infos, sur les exécutions des gestes et tout. Donc, ce que moi j'ai conseillé, c'est d'agrandir l'espace de jeu. C'est Alors, toujours plus. agrandir comment? En largeur et en profondeur ou... Bah, tu peux le faire à la limite plus en profondeur, élargir l'espace de jeu parce que en fait, il faut pas créer une certaine frustration chez les petits. Ouais. Il faut vraiment favoriser justement à ce qu'ils prennent l'information, mais aussi à leur rythme, parce que chez les tout petits, Après, bah, pour moi, ce jeu-là, chez les tout petits, il y a 4 couleurs, il y a peu de profondeur. Alors oui, on peut gagner, comme tu dis, dans la profondeur et c'est facilitant. Mais après, pour moi, sur les tout petits, il y a trop de couleurs. Tu vois. Enfin, c'est un peu trop. Ouais, je non, pense mais qu'ils peuvent se perdre un peu au départ, mais si tu le répètes plusieurs fois, je pense, plusieurs entraînements sur la durée, je pense que non, mais forcément pas mettre. Alors, on peut éventuellement enlever des couleurs, mais je pense que la réelle problématique, elle est chez certains groupes, elle est technique. Ouais. Donc, je pense il faut justement agrandir un peu l'espace de jeu. Et puis, une fois que les garçons ils sont un peu à l'aise, je pense on peut réduire au fur et à mesure l'espace de jeu pour les mettre dans une certaine intensité. Mais Ouais, tu peux augmenter le nombre de touches aussi au départ. voilà, exactement. Voilà. C'est le conseil que moi, je me suis permis de donner à un éducateur de jeunes. Mais voilà, on peut manipuler ce genre de petits jeux réduits. On peut le manipuler de différentes façons et on peut mettre plein de variantes pour les travailler. Ce qu'il faut surtout, c'est de ne pas mettre les joueurs, surtout les jeunes, en difficulté dès le départ pour qu'ils n'aient pas cette sensation de frustration de ne pas réussir. Je pense qu'il faut favoriser le critère de réussite au départ et puis après les mettre dans la difficulté, dans l'intensité, une fois qu'ils ont maîtrisé ce jeu-là. J'ai tendance à te dire là que tu ne comprennent rien, parce que c'est compliqué. C'est ça, c'est ça. après, tu peux le faire évoluer, comme tu as dit, il y a plein de choses. Tu peux finir sur un jeu et Ouais. reprendre cette logique-là. Tu peux avoir les 2 buts en plus. C'est ça. Tu peux faire des stop balls sur différentes lignes ou donner une orientation à la récupération en fonction de ce que tu travailles. Il y a plein de variantes sur ça. Voilà. En tous les cas, voilà, pour les coachs qui regardent, on le partagera sur la page exercice de foot. On mettra les règles. Et je crois qu'avec les prochaines évolutions de coach à joueur, on pourra se filmer et partager ça. Exactement. C'est bien, Alex, tu rebondis bien sur ça. C'est bien, t'es bon, tu seras un bon. Merci. C'est bien. Donc, l'outil qui permet de faire ces exercices en 2D, 3D, pareil, il sera disponible bientôt sur Coach Adjoint avec l'analyse vidéo et les découpes de vidéos automatiques. Et donc, tout ça sera dispo. Il y a le nouveau site qui est sorti, donc j'en ferai la pub sur la fin. Mais bon, voilà, ça permet de faire ça et c'est illustré, c'est en taille, donc ça, c'est bien. Et comme ça, les joueurs ou les adjoints, staff, se représentent plus facilement les exercices quand c'est en taille. En taille réelle, on va dire, et comme ça, au moins, c'est plus facile à représenter sur un vrai terrain quand vous leur donnez les exercices à faire. Et toi, Alex, dans un club voilà, comme le Stade Bordelais, on est d'accord que si un des entraîneurs doit donner une direction ou des objectifs d'entraînement, et c'est l'occasion, avec ces schémas-là, de donner un truc un peu plus carré. Pour le moment, on a réussi à fédérer avec coach adjoint l'ensemble du pôle senior, 18, C, B et N3. Petit à petit, je te dis, il y a quelque chose qui se passe. Donc, petit à petit, on va peut-être réussir à. Mais c'est bien que tu rebondisses là-dessus, parce que, attends, je vais enlever le partage. Mais on est bien d'accord que c'est, tu le sais, mais l'idée de coach adjoint, c'est bien ça, c'est d'aider à structurer et à faire qu'il y ait une liaison entre les différents clubs, les différents effectifs. Et Imed l'a dit, il le fait, il le fait depuis maintenant 6 ans. Et ça sert à ça. Donc, quand tu parles de structurer un club, il faut ce genre d'outils. Après, c'est clair qu'il faut fédérer des gens à s'en servir. Et c'est là où tu tries quelque part quand même des gens qui sont investis à vraiment aller au bout des choses et à faire ce partage de données. Et c'est vraiment. Et ce qui arrive en plus dans Coach Adjoint, là, avec la partie vidéo, je pense que la partie vidéo, avec l'analyse vidéo qui va être envoyée sur les joueurs, c'est vraiment pour moi avec la partie vraiment analyse vidéo, c'est vraiment un gros point qui arrive et ça aide à structurer, franchement. Après, bon, chacun y met son envie ou pas, mais bon, y mettre toi, tu le sais. Donc, Non, mais moi tu le sais bien, de toute façon, je ne vais pas te le redire, mais moi, je suis ravi que ces outils-là arrivent et je milite pour ça depuis longtemps. Moi, je le conseille à peu près partout.
Je l'ai conseillé d'ailleurs à un ami qui a ouvert une académie en Algérie et qui est en train de faire un énorme travail, mais vraiment un énorme travail. Et d'ailleurs, qui va se doter aussi de coach adjoint dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Et puis pour moi, c'est un outil essentiel pour un éducateur, pour un entraîneur. Et on le voit avec plein de gens qui se dotent de coach adjoint dans les clubs pro. Donc voilà, ça veut dire que ça a du succès et ça se structure bien, comme pour un projet club. Voilà. Mais de toute façon, on en revient toujours au même. Alex, toi, ton objectif, donc là, bah, bien sûr, comme tout le monde, prendre le football un jour. Ouais, exactement. Objectif, donc toujours pareil. Toi, alors, au niveau du club, tu es quoi maintenant? Parce que avant, tu étais uniquement coach. Là, tu es quoi maintenant? Voilà, entraîneur général Entraîneur sur général. la N3 et l'ensemble du projet sportif. D'accord. Donc, tu fais du coup la liaison de la plupart des entraîneurs pour que tout le monde soit dans la même conduite au niveau d'un projet club. C'est ça? Vous avez vraiment mis en place? Exactement, donc ça c'est une première pierre. On avait un petit peu commencé l'an passé, mais vu nos résultats, et donc, il fallait se consacrer uniquement à la N2, essayer de la sauver. Ça n'a pas été forcément aller où je voulais, mais du coup, là on est en train de structurer le projet sportif, des jeux références, un petit peu une programmation globale. Je m'appuie sur des responsables. On a structuré le club en pôle, donc on a le pôle foot à 5, le pôle foot à 8, la formation et le pôle senior, avec la même chose sur les féminines. Donc voilà, c'est essayer de fédérer tout ça et de faire en sorte que tout le monde tire dans le même sens et que tout le monde soit heureux et comprenne ce que c'est défendre le lion du Stade Bordelais. Oui. De toute façon, on en revient toujours au même. La notion de projet. Imed, pareil pour toi au niveau d'un club. Est-ce que toi aussi, tu as, pareil cette organisation de club? Nous bah, c'est un peu différent cette année parce que, comme je te l'avais dit, il y a eu pas dire une fusion, mais une entente avec plusieurs clubs. Donc il y a un gros truc. On est passé de 800 adhérents à 1300. Ça. Donc, c'est-à-dire que 1300 adhérents pour un seul club avec 2 terrains. Donc Dis tu pas vois ça, un peu comment. Alex, il a 25 terrains à son complexe. Dis pas ça. Ouais, on en Non, dit quoi, donc non, en fait, voilà, en fait, il y a un projet vraiment commun sur tout le club qui est mis en place par le président depuis maintenant une dizaine d'années, mais qui se structure chaque année. Et c'est vrai moi, je suis un peu comme Alex, je sens au sein du club une vraie, tu vois, une vraie tranquillité pour pouvoir emmener ce projet au bout. Et c'est important d'avoir l'adhésion de tout le monde si on veut que le projet avance. Et on est en train de mettre des choses en place et j'espère que après nous, il y aura encore une continuité dans ce projet-là parce que c'est un beau projet. De toute façon, c'est bien ce que tu dis. Pour Alex, c'est pareil. Je pense quand on parle de projet, on ne parle pas de projet pour soi. C'est un projet Non. club. Donc, Ah, peu c'est sûr. importe les hommes qui l'auront, C'est ça. idéalement, il faudrait que ça il y ait une continuité. Et pour qu'il y ait cette continuité, on est d'accord que celui qui est tout en haut, ce qui est souvent le président ou le bureau, c'est eux qui doivent faire que le projet perdure, peu importe les hommes qui y passeront. Il faut le structurer. De toute façon, aujourd'hui, et encore plus avec ce qui arrive, c'est pas la partie financière qui va être la solution. C'est plutôt la formation, la structure, comment elle est organisée, l'investissement des éducateurs. Tu n'auras plus de plus en plus ou de moins en moins le choix. Tu n'as pas le choix. Donc, C'est ça. hein. Exact. Ouais. Alex, en tout cas, merci beaucoup pour ta présence et d'avoir répondu présent donc, pour l'émission Coach Live. Donc, encore une fois, nous, le principe de l'émission, c'est bien ça, c'est de partager, donc faire un partage d'expérience. Donc, on est à la 29e émission. On a plein de coachs qui arrivent. Donc, Imed qui va venir mardi prochain. On a donc Hakim Malek qui vient le 11. C'est un entraîneur donc, qui est le coach de D1 de l'équipe du Paradou en Algérie. Très bon coach et très bonne personne. Donc l'objectif, c'est bien ça, c'est de faire connaître d'autres coachs qui viennent d'autres pays aussi, et de faire ce partage d'expérience entre nous pour fédérer et pour montrer qu'au coach, on peut y arriver. Toi, tu es un bon exemple. Tu n'es pas passé par un sport-études sans formation, tu n'as pas été pro. Et pourtant, aujourd'hui, tu es entraîneur depuis maintenant, je ne dis pas de bêtises, 8 ans ou 9 ans, 8 ans, je crois, National 3, National 2. Comme tout le monde, tu apprends. Il y en a qui ont appris avant, peut-être en ayant été joueur dans des différents niveaux, pro ou autres. Toi, tu apprends sur le tas, on peut le dire comme ça.
Et ton expérience maintenant, en plus sur la région, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de coachs qui ont 8 années de niveau national. T'as fait, on ne l'a pas dit, mais tu as fait. Combien de fois tu as gagné la Coupe d'Aquitaine, toi? 3 fois. 3 fois la Coupe d'Aquitaine, sans parler des finales que tu as perdues. Combien? 0 perdu. Voilà, 3 fois 3 gagnés. Et il a fait des parcours en Coupe de France. Tu as fait quoi comme parcours? Non, ça, c'est vraiment le truc sur lequel j'ai jamais réussi à être performant. Je suis 2/8e tour, mais on n'a jamais. J'ai jamais payé. C'est ça. Oui, et après, donc, et en montée, en termes de montée, c'est pas mal quand même en termes de montée, parce que tu as fait les montées de l'EJ, donc DHR, DSR, DH, TFA2. Après, tu as fait montée de National 3, National 2 avec le Stade Bordelais. Donc, tu as eu Et une descente. Ouais, mais une descente parmi les. Ça fait combien de temps que tu es entraîneur? Bah écoute, ça fait 12 ans. Voilà, donc Imed, en 12 ans, 5-6 montées, une descente dans le plus haut niveau, dans un des plus hauts niveaux. Et là, il joue encore cette année une montée en étant premier. Donc ça montre que bah, il retient peut-être les leçons et puis qu'il veut, encore une fois, trouver des solutions pour faire que ça se structure. Après, la région est différente, Imed. Pas pareil. Hein. Ouais, c'est pas pareil. Je l'ai remarqué. Ouais. Mais c'est bien, le but aussi de Coach Alain, c'est ça, c'est de faire le tour un peu de différentes régions pour comprendre que on ne peut pas faire le même football ou la même organisation et que ce n'est pas la même façon de procéder. C'est sûr. C'est intéressant, c'est ce partage-là qu'il faut. En tous les cas, Alex, à toi le dernier mot, mais merci encore une fois pour ta présence et puis pour ton partage d'expérience. Bah, écoute, merci beaucoup, c'est gentil. Merci Imen, merci Philippe. Merci pour le petit passage de Pierrot. Écoute, je suivrai la 30e avec attention. Imed va nous raconter tout ce qui se passe à Paris et je pense qu'il y a de quoi raconter. Je pense. Écoute, oui, parce que moi, je suis persuadé que ça se passe complètement différemment et j'écouterai ça avec plaisir. Okay. Merci Alex. Ouais, merci à toi. Merci. Écoute, j'en profite, peut-être qu'on sera amené peut-être à venir faire un stage sur Bordeaux. Donc à ce moment-là, je te contacterai. Écoute, si un jour on a le droit de rejouer au foot, c'est avec plaisir. Écoute, on l'espère. On l'espère. Il y a plein de places. Combien de places au stade? Parce qu'il est énorme ce stade. Ouais. Le stade, il doit faire 5000 presque. 5000 places. Ouais, ça va, moi le mien il fait 500. Donc, Mais en plus, mais nous on en met 500. Les pièces, c'est pas usé, t'inquiète. Non, nous on a 500, mais bon, il y a 500. Il y a généralement 500. Voilà, là, tu as 5000 et il n'y a pas 5000. Allez, les gars, ciao. Bonne soirée. Merci beaucoup. Salut, Alex. Salut, ciao. Ciao.